Bonjour à tous, nous sommes le lundi 23 février. Pour commencer le journal du jour, nous allons parler de Vinicius Junior, de Kylian Mbappé et de la situation au Real Madrid. Vinicius m'a souvent déçu cette saison, mais force est de constater qu'il répond enfin aux attentes. J'en suis très heureux et on va même se demander s'il ne peut pas renverser la hiérarchie du côté du Real Madrid, étant donné que c'est apparemment au tour de Kylian Mbappé de nous décevoir. On ira ensuite du côté de la Ligue 1 où on a eu des matchs particulièrement intéressants. Strasbourg qui met fin à la série de victoires des Lyonnais, le Stade Rennais qui retrouve des couleurs face à Auxerre, Comboiré qui arrive en tant que pompier et enfin on s'interrogera sur l'avenir de Lucas Chevalier qui se retrouve aujourd'hui dans une situation extrêmement délicate du côté du Paris Saint-Germain. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Vinicius Junior est-il en train de redevenir le patron du Real Madrid? Les bons matchs s'enchaînent pour le Brésilien, les mauvais pour le Français. Kylian Mbappé est dans une mauvaise passe, alors on peut se poser la question suivante, à quoi c'est dû et surtout est-ce que c'est durable? Le dernier match du Real Madrid, ça n'a pas été une régalade, c'est une défaite qui fait que le Real perd sa place de leader en Liga, une défaite 2-1 face à Osasuna. C'est un match où globalement tout le monde a été relativement moyen, mais Vinicius Junior a été extrêmement bon, vous le voyez buteur, mais il a également apporté beaucoup de danger. A contrario, Kylian Mbappé a sorti une nouvelle prestation qui a été extrêmement critiquée. Le Français a été peu mobile et ici il ne s'agit pas de parler de ses non-efforts défensifs, mais il a même été peu mobile dans les phases offensives, se rendant relativement peu disponible quand il y avait des centres notamment, et ça passe un petit peu moins. Et finalement, quand on regarde la forme des derniers matchs du côté du Real Madrid, ça ce sont les matchs de Vinicius Junior, les 4 derniers sont particulièrement brillants avec 5 buts, mais il enchaîne tout de même des bonnes performances depuis un mois, donc plus long que ça. Les notes ça vaut pas grand chose, mais je pense que si vous avez vu les matchs du Real Madrid, vous vous êtes rendu compte qu'on avait la meilleure version de Vinicius Junior qui était de retour, et du côté de Kylian Mbappé, c'est un petit peu l'inverse. Alors on a eu des bons matchs au cours du mois de janvier, mais absent face au match face à Sociedad et ensuite des matchs un petit peu cata. Mais on le sait, Kylian Mbappé, il se traîne une douleur au genou. Et en fait, cette douleur au genou, c'est difficile de ne pas y voir une explication sur ses dernières performances qui sont moins bonnes, parce qu'elle est toujours persistante et le Français doit dealer avec. En plus de ça, Kylian Mbappé, il portait le Real Madrid il y a de ça seulement un mois, donc il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, il ne s'agit pas de tirer des conclusions définitives. En fait, on a un Kylian Mbappé qui connaît un coup de mou, ça peut arriver à tous les attaquants, surtout quand ils ont des soucis physiques, mais on a surtout un Vinicius Junior qui répond enfin aux attentes, parce que le niveau qu'affiche actuellement Vinicius Junior, il est à saluer, mais c'est le niveau auquel on a connu Vinicius Junior durant toute une époque, et il avait décliné dernièrement, mais c'était ça l'anomalie. L'anomalie, c'est pas de voir Vinicius aujourd'hui être meilleur, donc moi ce que j'espère, c'est pas qu'il y ait une passation de rôle de leader, mais c'est que Kylian Mbappé sorte de son coup de mou et que Vinicius Junior s'impose comme étant un joueur pouvant se maintenir à ce niveau-là, parce que finalement les deux ils sont complémentaires. Quand on regarde leurs statistiques, qu'on les compare, c'est assez frappant. On a un Vinicius Junior qui est un profil qui va davantage apporter de déséquilibre, il est dribbleur, il est mobile, alors qu'à contrario, Kylian Mbappé il s'est mué en pur terminal offensif. Donc moi je croise les doigts pour avoir les deux au top, mais j'avais envie d'en parler parce que je trouve que Vinicius, autant je l'ai critiqué quand il était critiquable, autant là, il faut juste le saluer. Retour à la réalité pour l'Olympique Lyonnais qui jusqu'à présent était dans une série de victoires qui ressemblait à un doux rêve, et le réveil a été brutal. C'est une claque que t'infligent les Strasbourgeois qui avaient sorti leur costume des grands soirs et qui savent élever leur niveau de jeu quand les rencontres deviennent extrêmement complexes. Voici les compos qui étaient alignés. Hendrik, le magicien, sort son premier vrai match hors sujet du côté de Lyon. Il s'est procuré très peu d'occasions comme Abner Vinicius de son côté, mais le second a été drôlement reculé et ça a été finalement encore pire. Mais ce que j'ai envie de souligner dans cette rencontre, c'est surtout à quel point Strasbourg a été capable de neutraliser l'Olympique Lyonnais. Il y a eu un pressing haut qui a été mis en place qui était extrêmement cohérent, il y a eu un défi physique qui a été vraiment imposé aux Lyonnais, les ailiers strasbourgeois étaient tellement dangereux que tu avais peur de te livrer un petit peu parce que derrière tu sentais que tu allais te faire immédiatement sanctionner. Et de manière générale, si on fait un focus sur le milieu de Strasbourg, je dirais qu'il a été supérieur techniquement, je dirais qu'il a été supérieur physiquement. C'était pas non plus le jour et la nuit, mais quand tu es un peu meilleur dans tous les domaines, forcément à la fin ça amène un match où tu te fais sanctionner.
Morera et Godot font vraiment de grosses rencontres et en fait l'OL se retrouve face à la fatigue qui commençait à accumuler depuis quelques matchs. Ça passait avec la forme du champion, on avait envie de dire, mais au bout d'un moment ça devait craquer. Et puis surtout, t'as Schultz qui sort au tout début du match, tu te rends compte au moment de le remplacer que t'as peut-être pas la profondeur de banc que t'espères du côté de Lyon. Les statistiques de la rencontre montrent qu'effectivement l'OL a été assez stérile, ils ont aussi concédé pas mal d'occasions, j'en ai pas parlé mais défensivement c'était assez moyen. Les conséquences sur le classement général sont les suivantes, ça bouge pas beaucoup pour l'OL parce que Lens comme l'OM se sont également plantés, Strasbourg reste également au même niveau, Lille, Rennes et Monaco ont également marqué et gagné, donc statu quo. Le Stade Rennais est de retour à son vrai niveau et ça fait plaisir. Après la victoire contre l'Ogre parisien, c'est une victoire contre le Petit Pousset auxerrois. Ça a été plié en seulement une mi-temps et voici ce qu'il fallait retenir du match. Les compos avant toute chose. Bon, déjà j'aurais plutôt vu un 4-3-3 avec Szymanski qui était plutôt milieu droit. Il a beaucoup apporté, mais justement le milieu ultra solide, un Camara qui a été d'une activité absolument démoniaque sur le terrain, double buteur, mais franchement il était partout et Valentin Rongier a sorti un match de bons soldats, j'ai envie de dire, et c'est là où Rongier brille généralement, c'est quand son équipe est en forme, qu'il faut un mec qui est capable de faire les efforts, les compensations, de solidifier un petit peu ta proposition tactique. Rongier il est capable de colmater quand il faut, il est capable de faire les chevaucher balle au pied quand il faut, d'avoir la passe sûre quand il faut. Je trouve vraiment qu'il a fait un match carré là-dessus, mais en fait en face à tous les niveaux, ça s'est fait un petit peu submergé par la vague rennaise. Ce qui est intéressant en fait avec ce Stade Rennais, c'est que tu te rends compte que c'est une équipe qui a retrouvé les qualités qui étaient d'ores et déjà présentes, parce qu'au bout d'un moment, tu as pas eu besoin de ce match pour savoir que Camara avait du potentiel au milieu de terrain, pour savoir que Lopol, quand il était bien servi, était un attaquant qui pouvait planter, pour savoir que Rongier était capable d'être une valeur sûre du championnat français. Ça n'a pas été un match absolument spectaculaire du côté du Stade Rennais, mais ça a été un match qui a été vraiment maîtrisé. Et d'ailleurs, il n'y a pas une différence majeure sur les statistiques. C'est assez équilibré en termes de buts attendus, de possession, de tirs. Et devant, tu te rends compte que ça va être la petite limite, parce que finalement, Le Paul est un excellent attaquant. C'est pas lui la limite c'est le fait que ce soit un pur finisseur, et que du coup, il a besoin d'être idéalement servi pour sortir des gros matchs. Et là, même si Rennes domine, même si Rennes fait vraiment un match intéressant, peut-être qu'au niveau des ailes, ça aurait pu être un peu plus performant. Alors, c'est Francaise désormais sur le banc. J'irai pas parler d'effet Francaise pour autant, parce qu'il vient tout juste de débarquer, mais peut-être que les joueurs, avec le départ d'Habib Beye, se sont remobilisés, ont peut-être eu un petit électrochoc en termes d'attitude. On verra ce que ça donnera avec le nouvel entraîneur et les adaptations tactiques sur le long terme, mais en tout cas, la dynamique semble désormais positive. Au classement général, le Stade Rennais est 6ème, ça ne bouge pas beaucoup vu les résultats des autres, mais le cadeau il est fait en fait au rival nantais. En faisant chuter Auxerre, tu donnes une occasion au rival d'espérer retrouver une petite place de barragiste s'ils font quelques bons résultats. En tant que Nantais, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire merci à Rennes. Il est de retour pour la 14e fois et il va sauver le FC Nantes. Non, Comboiré n'est pas de retour à Nantes pour une fois, donc on est officiellement foutu du côté des Nantais. Moi j'espérais toujours que ce soit notre carte joker, d'autant plus que quand Tari sur le banc, j'ai pas envie de dire que je lui accorde une grande confiance, mais Comboiré fait son retour en Ligue 1, Comboiré fait son retour en tant que pompier, mais c'est du côté du Paris FC. Il faut donc dire au revoir à Djili qui se voit remercier après 3 années de bons et loyaux services, mais en même temps le classement du Paris AFC commence à devenir préoccupant. Tu te retrouves avec une place à 23 points qui est relativement proche de celle du barragiste, et donc tu fais appel à un Comboiré qu'on aime, qu'on déteste, chacun aura son avis là-dessus, mais il y a un truc qui est incontestable, c'est que généralement pour ce genre de mission, il est plutôt efficace. Alors il a un contrat d'1 an et demi, donc c'est pas forcément un projet sur le long terme. En gros, tu lui donnes l'opportunité de sauver le club, derrière tu vas voir ce qu'il fait pendant 1 an, mais le Paris FC ne s'empêche pas d'aller recruter un gros entraîneur derrière pour prendre la suite et faire parler un peu plus d'ambition, mais en attendant, pour le moment, il n'y a pas d'ambition autre que se maintenir pour le Paris FC. Il n'y a rien de mieux qu'Antoine Comboiré dans le domaine, donc j'ai envie de dire que c'est un choix relativement sûr. Je suis curieux de voir la suite, mais une chose est sûre et certaine, c'est que si on m'avait dit au début de saison que le Paris FC terminerait sa première saison dans l'élite en recrutant Comboiré, j'aurais eu du mal à le croire.
Est-ce que Lucas Chevalier s'est mis dans l'impasse au Paris Saint-Germain et inversement? Je rappelle que le portier français a été recruté cet été pour 40 millions d'euros, 55 si on compte les bonus, et aujourd'hui, il ne joue tout simplement plus du côté du Paris Saint-Germain. Alors depuis le retour de Safonov, c'est simple, le gardien russe est absolument indiscutable, ça fait 6 matchs d'affilée sans la moindre minute de jeu pour Chevalier, il en grattera peut-être un petit peu en coupe, mais force est de constater qu'il y a un frein majeur à sa progression, et surtout le truc qui est encore plus préoccupant, c'est que quand tu regardes non pas le temps de jeu de Chevalier mais celui de Safonov, tu te rends compte que il y a eu sa blessure, mais qu'en fait, depuis le mois de décembre, dès que Safonov est opérationnel, il joue l'intégralité des minutes de jeu. Est-ce qu'il peut renverser la hiérarchie? C'est la question à 40 millions d'euros du côté du Paris Saint-Germain. Ben en fait, moi, je commence à me dire que ça va être compliqué, parce qu'on connaît Luis Enrique, il est capable de mettre des gardiens en concurrence, il avait challengé Donnarumma avec Safonov, sauf que rapidement, on s'est rendu compte que Donnarumma avait repris la main. Là, on a quand même l'air de s'inscrire sur la durée, parce que ça fait 3 mois que dès que Safonov est titulaire, est disponible, il est titulaire. 3 mois, c'est quand même un signal qui est relativement fort, et en fait, j'ai vraiment l'impression que Chevalier n'a plus son destin entre ses mains. C'est un bon gardien, certes, mais aujourd'hui, t'as du mal à imaginer une situation où c'est Chevalier qui renverse la hiérarchie, c'est plutôt Safonov qui peut renverser la hiérarchie, mais dans le sens négatif du terme, en sortant une série de matchs absolument apocalyptiques, auquel cas Luis Enrique serait obligé de remettre en cause sa décision. Mais si Safonov parvient à faire grosso modo le taf, je vois pas comment Chevalier pourrait redevenir le gardien numéro 1, parce que finalement la décision de Luis Enrique elle a l'air d'être prise. C'est un coup dur pour Chevalier, puisqu'on parle d'un gardien de 24 ans qui n'a plus son destin entre les mains. À 24 ans, t'as besoin de jouer, et ne plus avoir son destin entre les mains, c'est extrêmement frustrant, mais ça l'est d'autant plus quand t'es arrivé en tant que titulaire et que t'as perdu l'opportunité d'avoir ton destin entre les mains. Donc je suis très curieux de voir de quoi va être fait l'avenir de Chevalier, mais honnêtement, la donne a semblé être du côté de Safonov désormais. Terminé pour le journal du jour, j'ai mon petit sujet en tête, mais pour une fois je vais vous faire une devinette où vous ne pouvez pas obtenir la réponse à 100%. Regardez les matchs de Ligue des Champions de demain, il y a un club dont je vais parler, il y a peut-être même un petit focus que je vais évoquer sur une des équipes qui joue durant ce mardi de Champions League. Je vous laisse faire vos petits pronostics, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, kiffez bien votre journée, salut.